Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la culture. Et d'abord, la course aux Oscars est lancée. On connaît maintenant les films nominés pour cette 85e cérémonie. On en parle en plateau avec Alain Krugère. Et puis elles sont parfois plus vues que les films dont elles font la promotion, les bandes annonces, un art à part entière. Enfin, il fascine, ennuie, irrite ou intimide le chef-d'œuvre. Tentative de définition avec notre invité du jour, Charles Dantzig. Messieurs, bonjour à tous les deux donc. Charles Dantzig, vous êtes donc avec nous pour ce livre que vous publiez chez Grasset à propos des chefs-d'œuvre. On va évidemment en parler ensemble dans cette émission. Je ne sais pas si vous êtes un amateur de 7e art. Beaucoup. Parce que voilà, on va commencer avec cette actualité. Alain Krugère qui est avec nous pour parler de cette 85e cérémonie des Oscars qui va se tenir le 24 février à Hollywood. Et on connaît maintenant la liste des nominés. Et évidemment, il y a des favoris. Alors, il y a des favoris en nombre, mais est-ce que ce seront... Non, si, il y a un film qui est un petit peu un monument national aux États-Unis en ce moment, qui est Lincoln, le film de Steven Spielberg, que j'ai vu ce matin, que j'ai trouvé quand même très, très réservé au public américain. C'est-à-dire que c'est un grand cours d'instruction civique. Heureusement, c'est pas en 3D, mais il y a le grand Daniel Day-Lewis, donc 2D et un L. Mais c'est qui vraiment... est aussi nominé pour le meilleur acteur, d'ailleurs. Qui est nommé pour le meilleur acteur. Mais enfin, il y a... Alors, dans les plus nommés, il y a aussi, bien sûr, l'Odyssée de Pi, qui est le film d'Ang Lee, qui est déjà sorti en France, qui est toujours d'ailleurs sur les écrans. Et puis, dans les films... Alors, ce qui est frappant, c'est que la politique est à l'ordre du jour. Parce qu'il y a Lincoln, qui est la suite, en fin de compte, du film de Tarantino, puisque le film commence au moment où le film de Tarantino s'arrête. Django Unchained, donc. Il y a Argo, le film sur... avec un héros de la CIA, enfin, l'association de la CIA et d'Hollywood, qui est d'ailleurs assez consubstantielle, puisque Hollywood a toujours servi les intérêts du gouvernement américain et réciproquement. Avec aussi Zero Dark Thirty, qui est pour moi le film le plus impressionnant de la sélection. Et notamment avec Jessica Chastain, qui elle est nominée pour exactement, meilleure actrice. C'est le film de Catherine Bigelow qui revient sur la chute d'Osama Ben Laden. Les Bêtes du Sud sauvages, dont on a déjà beaucoup parlé cette année. Et puis, il y a aussi un événement considérable, c'est la nomination de Amour, le Amour de Michael Haneke. Voilà, on va revenir sur ça parce qu'il y avait un petit espoir d'un second Oscar pour Marion Cotillard avec De rouillé d'os de Jacques Audiard. Il n'a pas été nominé, mais par contre, Amour de Michael Haneke, là, c'est 5 nominations. Oui, 5 nominations. Ça, c'est très impressionnant parce que c'est un film en français, c'est un film qui est la preuve de l'exception culturelle française, que c'est un film qui est produit aussi par des Français, et qui est un film en langue française avec Emmanuel Riva et Jean-Louis Trintignant, qui est exceptionnel. Et qui avait eu la belle Palme d'Or à le Cannes. film avait eu la Palme d'Or à Cannes. Là, il est nommé pour meilleur film étranger, meilleur scénario, meilleur metteur en scène et meilleure actrice pour Emmanuel Riva. Charles Dantzig, il y a des chefs-d'œuvre au cinéma? Bien sûr. Là, on en parlait juste avant le début de l'émission avec Alain Krugère. Moi, je regrette qu'il n'y ait pas dans les nominations le livre, vous voyez, le livre, tous les arts sont les mêmes. Le film de Chantal Akerman, La folie Almayer, qui est sorti il y a quelques mois, qui était pour moi un vrai chef-d'œuvre, qui s'apparente presque d'ailleurs à une installation d'art. Et on va en parler, mais dans votre livre, vous citez quand même les Aristochats. Mais bien sûr, c'est Charles. Ce sont les Aristochats. Dans votre panthéon personnel des films à voir. On va parler de ça dans quelques instants. Évidemment, les Oscars, réponse, ce sera le 24 février prochain à Hollywood. Et puisqu'on parle de cinéma, l'obtention d'une statuette est évidemment souvent synonyme de succès en salle, mais pour attirer les spectateurs, les producteurs disposent d'une arme de choix, la bande-annonce, un film en soi avec ses règles et ses codes à mi-chemin entre art et publicité. Quelques échantillons de films qui vous annoncent du rire. On va aussi avoir besoin de tourner une scène dans votre gros avion, là, Air Force One. Une musique qui vous promet de l'émotion. Ou un condensé d'action qui vous scotche au fond du fauteuil. Ces courts extraits vous laissent en suspens pour mieux vous attirer dans les salles de cinéma. C'est le job des bandes-annonces. Des dizaines de bandes-annonces naissent chaque année dans ces locaux parisiens. C'est Sonia Mariol, monteuse, qui les conçoit. Aujourd'hui, elle reçoit le directeur marketing d'un grand distributeur de films. Il est prêt, c'est bon? Séance visionnage pour le prochain film avec Jean Dujardin. On a validé hier ensemble, c'est ça? Il faut valider les derniers changements. La musique, entre autres. Ça vend moins le mystère.
On est sur quelque chose de plus dynamique, mais je préfère largement Notre musique. ouais, celle que tu as posée. La musique, rarement celle du film. La bande-annonce répond à ses propres règles de montage. Objectif, faire passer un message avant tout marketing. Décryptage avec ce film. Le premier message, c'est Jean Dujardin dans son premier grand rôle après l'Oscar des artistes. Le second message, c'est un grand couple de cinéma avec une Cécile de France comme on l'a jamais vue en Femme fatale. Le troisième message, c'est une promesse de tension. Bien sûr, Möbius, c'est une grande histoire d'amour, mais c'est aussi un film qui est un véritable thriller. Des bandes-annonces diffusées d'abord sur Internet. Elles doivent désormais capter un public qui a accès à des milliers de vidéos en ligne. Celle du dernier James Bond, visualisée 12 millions de fois rien que sur ce site. Un carton, c'est 2 fois plus que le film en salle. Ces bijoux de montage sont entrés dans l'histoire du cinéma. Ils font même régulièrement leur festival. Ce soir-là, 60 petits films sont projetés pendant 2 heures dans cette salle. La bande-annonce à ses propres fans. Parfois, c'est vraiment à côté du film. Ouais. Donc c'est totalement détaché, c'est un autre objet. C'est un peu de la triche aussi, la bande-annonce. Pourquoi? Parce que parfois, comme on a dit, la bande-annonce est meilleure que le film. Séduire le public, un art. Et au cinéma, tous les moyens sont bons. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, vous inquiétez pas, c'est pour la bande-annonce, là. C'est toujours bien d'avoir des filles sexy dans un film. Ah, ouais. Et voilà, donc pour le cinéma, Charles Dantzig, on en vient à votre livre à propos des chefs-d'œuvre. Alors, je crois que c'est une des premières fois, hein, justement, qu'on traite de ce sujet dans un livre. D'où est venue cette envie, cette idée? C'est venu qu'il y a quelques années, j'ai été invité à l'inauguration du centre Pompidou-Metz, vous savez, qui est ouvert il y a Bien 2 sûr, ou 3 ouais, ans, ça fonctionne très bien. qui a fait une exposition sur le chef-d'œuvre, et le patron du centre, Laurent Lebon, m'a donné une salle. Moi, c'est la première fois que j'avais ça, je trouvais ça très amusant, et c'est là que j'ai commencé à réfléchir sur la notion de chef-d'œuvre en littérature. J'avais fait venir le manuscrit de La Recherche du temps perdu, etc. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir, et je me suis dit, c'est pas la peine d'aller très loin, tu vas trouver une bibliographie considérable, il y aura plein de livres sur le sujet. Et bien, chose très étrange, il n'y en a pas un. Il y avait Il y a un vide. des livres sur le chef-d'œuvre au cinéma, dans les arts plastiques, la sculpture, la photo, il y en a à n'en plus finir, et de façon très étrange, sur la littérature, il n'en existait pas. Et alors pourquoi? Parce qu'on n'ose pas peut-être remettre en cause des conventions. Vous y allez Probablement. franchement, hein, vous égratignez pas mal on va dire, de grands auteurs. Probablement, je pense que... Qu'est-ce que c'est qu'une notion qu'on emploie depuis 200 ou 300 ans? Moi, j'ai cru découvrir que c'était Voltaire qui l'avait la première fois appliquée à la littérature vers 1750. Qu'est-ce que c'est qu'une notion qu'on applique depuis 300 ans sans réfléchir? C'est un article de foi, c'est une religion. Et moi qui suis précisément un peu voltairien et qui n'aime pas les choses acquises comme ça, je me suis dit, regardons cet objet que nous vénérons sans y réfléchir. Et d'ailleurs, vous remettez en cause même cette appellation de chef-d'œuvre. Vous préférez, je crois, grande œuvre. Mais je crois, oui, parce que chef-d'œuvre, ça vient de l'artisanat. Vous savez, ça venait des artisans qui Ça devaient... remonte au Moyen-Âge, Au d'ailleurs. Moyen-Âge, hein, je crois, oui. Enfin, pour autant qu'on puisse avoir des choses aussi précises, le mot daterait de 1208. Et il était appliqué aux artisans qui étaient obligés de faire leur chef-d'œuvre, c'est-à-dire l'œuvre qui est au chef, à la tête, la plus belle œuvre qu'ils pouvaient faire pour devenir compagnon. Et je trouve que ça donne une espèce de confusion, en tout cas la littérature, cette appellation un peu artisanale, parce que la littérature, c'est de l'artisanat, mais ça n'est pas que ça. Il y a aussi une part d'inspiration, de folie, de grâce, de parfois d'erreur qui devient une réussite. Et ça, vous l'expliquez très bien, qu'un chef-d'œuvre, c'est pas forcément la perfection, justement. Il y Non. a des défauts. Non. Oui, c'est très important ce que vous dites là. Je crois c'est que on a l'idée que le chef-d'œuvre est une perfection. Or, je ne crois pas. Pour moi, la perfection, c'est la mort. La chose la plus parfaite, c'est un squelette. C'est beau, c'est chic, c'est symétrique et c'est blanc, mais on est mort. Et tous les chefs-d'œuvre que j'ai pu étudier, je donne l'exemple dans mon livre de Théorème, le roman de Pasolini, je ne parle pas du film mais du roman, eh bien, même Théorème, qui est un roman presque parfait, est seulement presque parfait. Eh bien, c'est ça qui fait le chef-d'œuvre, parce que précisément, ça montre que c'est fait par des êtres humains. C'est pas une œuvre sacrée, c'est pas une œuvre divine. Même dans Proust, il y a des erreurs. Même dans Proust, il y a des choses parfois pas réussies. Et c'est ça qui est la preuve même de l'existence de... Alain, un avis sur ça? Vous aussi, vos films, on va dire vos chefs-d'œuvre, c'est pas forcément les films les plus parfaits? Alors, moi, j'aime bien l'idée du chef-d'œuvre du Compagnon du Tour de France. J'aime beaucoup le livre de Charles parce que je trouve que c'est très personnel. Et il y a, on a chacun nos propres chefs-d'œuvre qui sont la liberté de notre mauvais goût aussi.
Et je crois que ça, c'est très important. Maintenant, je trouve que ce mot, dans le cinéma en particulier, est galvaudé, parce que si on écoute les chroniqueurs cinéma... Ou les il y en a un tous les mois. Il y en a un toutes les semaines. Non, il y en a 2-3 toutes les semaines. Or, on sait que c'est pas vrai. Ouais. Alors, ce qui est bien, c'est ce qui reste. Et ce qui reste aussi pour des sentiments très éparpillés, très troubles. Et qui laisse aussi la magie à ce concept. Oui, parce que c'est ça. C'est l'enchantement. C'est un mot qui est dans votre livre. Et se laisser enchanter par quelque chose, par une œuvre, se laisser dominer par quelque chose de plus grand que soi, je trouve que c'est ce qu'on peut attendre de mieux de la littérature et du cinéma d'ailleurs. Oui, exactement, c'est une chose qui nous élève au-dessus de nous-mêmes. Alors vous écrivez beaucoup sur la littérature, sur la lecture, avec souvent des polémiques, des débats. Ce livre, encore une fois, justement parce que vous égratignez des grands noms de la littérature. C'est une façon aussi pour vous de dire qu'il faut faire bouger ces concepts. Oui, je crois que... Je trouve qu'on considère trop la littérature comme la statue de Bernadette Soubirous, c'est-à-dire on est à genoux devant une espèce de sainte couleur pastel et on passe la main et tout le monde répète la même chose. Pour moi, la littérature est une chose vivante, faite par des êtres vivants comme moi, qui peuvent se tromper comme moi, et donc on peut la traiter, ça n'est pas du sacré. Je trouve qu'on met de la religion partout et du sacré partout. La littérature est une chose merveilleuse, les chefs-d'œuvre sont des choses merveilleuses, mais devant lesquelles nous n'avons aucune raison de nous agenouiller. On doit les traiter. Pour moi, c'est une affaire d'amour, et dans les affaires d'amour, parfois il y a des engueulades. Et voilà, une belle phrase pour terminer. Merci beaucoup Charles Dandig d'être venu nous parler donc de ce livre à propos des chefs-d'œuvre. C'est paru chez Grasset. Et puis évidemment, merci à Alain Kruger. On se retrouvera avant sur France 24, bientôt. Mais évidemment le 24 février pour les réponses de ces Oscars. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur Facebook et Twitter. On va se quitter avec l'hommage du rappeur Youssoupha à son père, star de la rumba congolaise. Sur son dernier titre, il reprend ainsi les meilleurs airs paternels. Merci à tous de nous avoir suivis. Romaille musique, rumba session. Ça c'est pas du rap de rue, c'est du rap d'amour. One love. Le lyriciste Bantou. Julien m'a dit ça volume quoi? Si tôt le matin, je me réveille. Et quand je me lève, la vie est moins amère. Hier j'ai fait un rêve, j'ai vu ta grand-mère. Elle c'est mon amour, le seul véritable. J'espère te léguer sa bravoure en héritage. Tu es venu au monde et tout est devenu magique. Le bonheur a un nom, le mien je l'ai appelé Malik. Tellement de crainte, ta vie est une offrande. Quand ta mère est enceinte, c'est moi qui ai mal au ventre. Papa était un thug, des flammes dans la rétine. Il a rejoint le club des peluches et des tétines. Fini le baby blues, mettrai sur ton portrait mon cœur qui fait boum. Désormais je me sens prêt, alors je te chanterai.